Donc entre ici, macOS Server, entre ici, notre vieil ami de 19 ans. Né Rhapsody, tu devins macOS Server, et tu finis sur une marche funèbre. Bah non, justement, tant pis. Certes, mais pour nous, cela reste toujours la plus haute marche du podium des systèmes serveurs. Tu étais parfois compliqué, je me souviens de ce surnom que nous t'avions donné les premiers mois, marche qu'une fois. Tu rejoins ces produits Apple que nous avons tant aimés et que nous regrettons. HyperCard, ClarisWorks, macOS classique, iWeb, non, faut pas déconner. Tu nous quittes dans la fleur de l'âge et tu nous laisses bien malheureux. Alors, prions mes frères et mes sœurs, prions à la mémoire de macOS Server. Ouais. Voilà. Meilleure utilisation de l'effet flamme dans Keynote. On ne pourrait pas l'égaler. La seule possible, de toute façon, à peu près. Elle a été faite pour ça. Elle a été faite pour ça. Je l'avais prévu, en fait. Bien, après cette belle flambée, donc c'est en 99 qu'Apple lance la première version de macOS Server, né Rhapsody. D'ailleurs, c'était macOS Server 1.0, c'était même pas macOS 10 à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on avait là-dedans, dans cette belle boîte? Eh bien, on avait une super belle interface qui était basée sur NextStep. Alors, rappel, si vous connaissez ça, normalement, si vous avez déjà vu ça, vous êtes vieux. Ouh, je me classe dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? En fait, c'était un système donc, basé sur NextStep qu'Apple a adapté. Donc, c'est la première version officielle de macOS Server qui est sortie, donc annoncée en janvier et sortie en mars, et dans lequel Apple avait fourni tout un tas de services. Donc, on avait les services de gestion d'utilisateurs, du boot P à l'époque, ça nous faisait beaucoup rire. On n'avait pas encore des HCP. Il y avait donc le WebObject qui était intégré, mais il fallait payer une licence en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, donc, on a vu les premières versions de NetBoot et de QuickTime Streaming Server dans une version preview. Si vous vous souvenez, c'était une démonstration que Steve Jobs avait fait à l'époque en 99. Donc, première version donc, de macOS Server version 10.0 cette fois-ci. Donc, c'est en 2001. Donc un peu plus tard. Donc là, et ça rappelle aussi des souvenirs, hein, rappelez, donc on avait l'application Server Admin, on avait l'application d'ailleurs de comment c'était déjà? C'était je sais plus le nom, tiens. On avait l'application qui permettait de voir l'état des services, service status en fait, qui était séparé. Server status, voilà. Ça arrive un peu après, effectivement. Mais ça accompagnait en tout cas agréablement ce qu'on a vu arriver en 2002. Hein, et Macintosh Manager. Donc Macintosh Manager qui servait à gérer les postes sous macOS 9 à l'époque. Et on va oublier un petit peu. Et en 2002, donc c'est l'arrivée du Xserve. Donc Apple commençait à avoir une vraie stratégie serveur, donc c'était intéressant. Apple se positionnait sur le marché pro. On a vu même arriver en 2003 le Xserve Red. Donc là, on commence à avoir des solutions de stockage en fibre channel qui étaient intéressantes. Et finalement, en 2009, quand on regarde bien, on avait une gamme qui était assez intéressante et assez complète, puisqu'on avait donc les Xserve, Xserve Red, on avait le Mac Mini Server qui était une très bonne option pour le marché PME-PMI, et même parfois des grandes structures qui l'utilisaient. Et tout ça accompagné en fait de macOS Server, donc c'est la version Snow Leopard à l'époque, donc ça aussi, ça ne nous rajeunit pas. Et dans ce serveur, donc, on avait une galaxie de services. C'était vraiment, ça commençait vraiment quelque chose de très conséquent en fait. Hein. On passait beaucoup de temps en formation dessus à ce moment-là. Ça commençait à être costaud. Ouais. Eh oui, podcast produceur, effectivement. On avait des solutions, par exemple, de gestion de création de podcasts et de diffusion de podcasts qui étaient intégrées. Tout un tas de services, je ne vais pas les détailler tout de suite, ça ne sert à pas grand-chose, mais sauf qu'en novembre 2010, Apple annonce que finalement, le Xserve, ils vont s'en passer, on va passer à autre chose. Et en 2011, dans la continuité, Apple annonce la sortie de Lion, donc macOS Lion. Rigole pas, Johan. C'est une mauvaise souvenir, tout ça. Tout à fait. Et à partir de Lion, en fait, macOS 10 Server devient une application séparée qu'on télécharge sur l'App Store, qu'on installe sur le Mac, et on va ajouter des fonctionnalités serveur à notre machine. Alors pour un prix totalement ridicule, le prix se divise par 10, enfin bon. Mais on sent que la passion pour la partie serveur n'est plus tellement là chez Apple. Donc ça, c'est des services qu'on avait avant en 10.6, et donc du coup, en 10.7, il y a des choses qui disparaissent. On a le VPN qui fait PTP qui disparaît, on a je ne sais plus quel service d'impression qui disparaît. Par contre, on a le Profile Manager qui fait son apparition, version 1.0, j'en compte même pas. Donc il y a des services qui apparaissent, qui disparaissent au fur et à mesure des versions, jusqu'en 2017, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les versions, ce sera un peu trop long. Donc 2017, qu'est-ce qui se passe? Par rapport au serveur qu'on avait en 2011 avec Lion, il y a plein de choses qui disparaissent. Et il y en a d'autres qui se rajoutent, le cache serveur en particulier, mais on voit que, grosso modo, il y a concentration de services. Et puis en mi-2018, donc il y a quelques... On sait ce qui va se passer en mi-2018, en fait, puisqu'on j'ai parlé un petit peu avant.
Pour les nouvelles installations de macOS 10, ça va être un peu particulier, puisqu'en fait, pour les nouvelles installations, déjà, il y a une partie des services qui vont être intégrés directement dans la partie client. C'est déjà le cas aujourd'hui. En fait, en 10.13, la partie cache serveur, time machine server, les partages de fichiers, maintenant, sont vraiment à nouveau intégrés complètement dans la partie client de macOS. Et sur la version serveur, par contre, on va trouver grosso modo pas grand-chose, puisqu'Apple a annoncé qu'il se concentrait sur la gestion de postes clients et le stockage. Donc, on va penser que c'est Profile Manager et Xsan pour pas énerver trop les gens qui ont investi beaucoup sur Xsan, à mon avis. Mais si vous pouvez s'en débarrasser, je pense qu'il le ferait. Il y a une formule que j'aime beaucoup dans ce cas-là, c'est on dit j'ai un pied dans la tombe et l'autre qui glisse. C'est un peu ça en fait. On sent qu'on arrive un peu à la fin d'une époque et qu'Apple va passer à autre chose. Ne pleurez pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire la première chose à faire déjà, ne paniquez pas. Ça sert à rien, on va pas courir dans tous les sens. On a un peu de temps devant nous, et surtout, on va pouvoir aller prendre ce temps pour aller consulter la merveilleuse TechNote qu'Apple a diffusée il y a quelques semaines, donc la HT 208-312, bien connue de nos services. Je vais la faire à la fameuse. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette TechNote? Alors, je ne vais pas vous la faire en entier, c'est très super pénible et on n'a pas que ça à faire. Mais grosso modo, elle indique qu'un certain nombre de services seront abandonnés et seront masqués sur les nouvelles installations de la mise à jour vers macOS Server prévue pour le printemps 2018. Donc, c'est pas... Et c'est très important de le comprendre, ça, c'est si vous avez configuré déjà l'un de ces services, vous pourrez continuer à l'utiliser avec la mise à jour macOS Server du printemps 2018. Donc ça ne changera pas ce qui est déjà installé. C'est uniquement pour les nouvelles installations que ça va être différent. Et par contre, les services abandonnés seront supprimés dans une prochaine version, quand on ne sait pas, de macOS Server. Alors, c'est RUF, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour le moment, vous avez quand même un peu de temps. Et si vous avez des serveurs qui sont dans une très vieille version de système, vous pouvez envisager progressivement de les monter vers des versions de macOS Server actuelles. Même un 10.12, ça peut aller, dans le sens où 10.12, vous avez encore du support qui est proposé normalement par Apple en termes de mise à jour de sécurité pendant encore un an et demi, si tout va bien. On va estimer. Cependant, si vous faites des montées de versions de macOS Server, je vous conseille de faire très attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, il arrive qu'Apple fasse des gags, classique. Genre, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une migration de macOS Server, je monte directement d'un 10.9, je crois, vers un 10.12. Je dis, bon, théoriquement, jouable. Sauf qu'en fait, quand vous êtes arrivé en 10.12, vous avez fait les mises à jour système, vous dites, ok, je mets à jour mon système, et puis là, vous allez sur l'App Store et vous dites, je vais télécharger la version serveur, il télécharge la version serveur, vous la lancez, il a dit, non, je ne peux pas migrer les services, ils sont trop vieux. Là, vous faites, ok, pas cool. Ok, les mecs, merci, sympa. Vous auriez peut-être pu prévenir avant, non, c'est pas le cas. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rétrograder sur une version précédente de système, mettre à jour vos services, par exemple sur un 10.11, là ça passe à peu près, vous mettez à jour votre machine, c'est un peu compliqué. Et souvent ce que je dis, c'est que quand vous avez les versions de l'application serveur, vous les copiez, vous les mettez sur un autre support et vous les déconnectez. Parce qu'en plus des fois, quand on met à jour l'application serveur dans l'App Store, il met à jour les applications qui sont sur d'autres disques. J'ai déjà vécu, c'est très intéressant. Donc, il faut faire très attention sur les montées de serveurs. Donc mon conseil surtout, c'est vous faites un export Open Directory si vous avez un Open Directory actif, et vous testez sur un clone. Sur un réseau à part. Et vous voyez ce que ça donne. Si vous dites non, pas bon, vous revenez d'une version de système en arrière, vous testez et vous voyez ce que ça donne. J'ai eu des cas très rigolos d'ailleurs, méfiez-vous, parce que j'ai eu des cas où la migration semblait très bien se passer, puis en fait, quand vous voulez rajouter un compte utilisateur dans l'Open Directory, il va dire non, je peux pas. Et là, pour s'en dépatouiller, t'as trouvé une solution ou pas sur le truc? Des fois, tu peux bricoler avec le Keychain et le Kerberos. Ouais, c'est tout. Des fois. Parfois, voilà, ça arrive parfois, on peut s'en sortir, mais des fois, c'est très compliqué. Donc, testez vraiment. Une fois que tout fonctionne, vous dites ok c'est super, mais testez quand même, créez vos comptes utilisateurs, voyez si tout va vraiment bien, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Et testez vraiment, testez. Donc, sur l'ensemble de ces services, ensuite, il y a des services qu'il va falloir éventuellement penser à envisager de commencer à migrer. Alors typiquement, pour tout ce qui est service réseau, moi je pense que maintenant il faut mettre ça au niveau de votre routeur, votre firewall, vous prenez un appareil dédié, matériel, et puis basta. Vous ne vous posez plus de questions, vous faites pas confiance à un constructeur qui fait ça depuis des années. Vous pouvez aussi lui faire confiance à... Non, je déconne. Quand même pas. On va pas aller jusque-là. Bon. Heureusement, on n'a pas Orange comme partenaire. J'aurais mis le SFR Box, c'était pareil. C'était pareil. C'est toi le box. Ouais. Sur les autres services, alors typiquement, il y a des services un peu plus compliqués à migrer. Alors il y a peut-être parmi vous qui utilisent toutes les fonctions wiki et blog. Il y en a, je vous confirme.
Elle était pas si mal la partie Wikiblog de macOS Server, hein. C'est bien utilisé, ça pouvait faire un truc vraiment sympa. Et en fait, en termes de simplicité d'emploi, enfin, c'était pas mal gaulé du tout. Là-dessus, il y a crypted.com, donc sur crypted.com, donc le site du célèbre Charles Edge, le sinistre mémoire. N'importe quoi. Non, il est très bien Charles. Vous pouvez faire il y a toute une méthode qui permet, alors il a sorti plein d'articles ces jours-ci, il a été très productif sur justement comment exporter ces données sur du HTTP, l'intégrer dans d'autres systèmes, par exemple, il fait tout un truc sur des HTTP pour le mettre dans la Synology. Et il y a tout un article sur l'export des données du serveur. Donc on peut exporter par exemple en format WXR, donc ça vous permet de réimporter après les données dans un Drupal, dans un WordPress ou autre, typiquement. Vous pouvez aussi faire des pages statiques, vous exportez tout en statique et puis basta, et c'est figé dans le temps, à jamais. Vous gravez dans le marbre, bien. Et en JSON, si vous avez vraiment envie de vous amuser, vous pouvez faire du JSON aussi, c'est pas mal. JSON de mort-vivant, c'est ça? Je sors. Dans les autres services importants qu'on utilise tous les jours, alors je ne vais pas parler d'AFP forcément, tout ça, c'est des services assez communs. Tout ce qui est NetBoot, NetRestore et NetInstall. Alors là, il y a de quoi dire aussi, puisqu'en fait, comme l'a commencé à l'indiquer Bertrand, vous avez vu cette belle machine qu'Apple nous a sortie au début de l'année, et elle est pleine de gags rigolos. Donc en particulier, vous ne pouvez pas faire des NetBoot dessus. Il n'y a pas de possibilité de NetInstall hors recovery Internet. Et surtout, comme l'a bien précisé Bertrand, impossibilité de démarrer sur un disque externe, quoi qu'il arrive, par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez démarrer sur un disque externe, il faut que vous passiez tout l'assistant, que vous créez un compte utilisateur qui sera administrateur du poste, puis vous redémarrez, et là vous avez un nouvel utilitaire de gestion de machine, machin, je sais pas comment il s'appelle, je ne sais plus comment, sécurité, je crois, utilitaire de sécurité interne, comme ça. Et là, vous pouvez à ce moment-là dire, ok, je déverrouille la fonction, je peux démarrer sur un disque externe, et là je peux éventuellement prendre un autre support de démarrage. Donc ça va compliquer un petit peu la gestion de parc, et surtout, il faut bien s'imaginer que ce sera bientôt sur tous vos Mac. Ne vous leurrez pas. Ah bon? Ce serait surprenant qu'ils en soient autrement. Donc, clairement, le DEP, le MDM sont vos nouveaux amis pour la vie. Comme les produits laitiers. Vous aurez des conférences, de toute façon, qui vont parler de tout ça en détail un peu plus tard. Et au passage, puisqu'on parle de système récent, je vais faire un petit aparté sur l'APFS. Donc c'est l'Apple File System, si tu ne savais pas, je te l'apprends. Il y a plein de choses intéressantes dans la PFS, à part les trous de sécurité. Il y a aussi beaucoup de choses en termes sur la façon dont il peut gérer ce qu'on appelle des containers. C'est une notion qui n'est pas forcément évidente, on a vu un peu, si on n'est pas approfondi. Classiquement, quand on a des partitions sur un disque, donc vous décidez d'avoir des disques de 500 Go, vous le partitionnez, et puis vous avez une partition que vous dédiez, vous dites voilà, je fais 100 Go pour le système, point. D'accord ? Et puis, vous avez 400 Go pour les données, c'est tout. Bon. Mais c'est cloisonné, c'est-à-dire qu'en fait, les données ne passent pas de l'un à l'autre, et puis c'est vraiment cloisonné. Et surtout, le problème, c'est que si vos 100 Go sont remplis, vous ne pouvez pas dire, bah tiens, fais-moi couler un peu le reste sur les 400 Go qui restent, qui ne sont pas remplis, ça ne passe pas. Alors que sur l'APFS, vous avez une notion dite de container partagé. Vous pouvez tester déjà aujourd'hui, pas aucun souci. Donc en fait, l'idée, c'est que vous avez toujours votre partition que vous avez créée, par exemple partition système, et vous pouvez avoir une deuxième partition data, mais par contre, l'ensemble sera vu comme 500 Go. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites lire les informations sur chaque partition, vous voyez qu'il fait 500 Go, et puis vous faites l'autre partition, vous voyez 500 Go. J'ai doublé la taille de mon disque. Ouais, j'ai 1 Tera, génial. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. L'idée, c'est plutôt qu'en fait, ces 500 Go vont être fluides, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, si vous stockez des données d'un côté ou de l'autre, en fait, l'espace va être partagé entre les deux. Et en fait, il n'y a pas vraiment de notion, du coup, il n'y a pas de verrouillage, en fait, sur le stockage entre les deux. Donc c'est un peu compliqué, force pas un petit peu expliquer comme ça. Mais il faut voir, par exemple, sur l'iPhone, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'en fait, vous avez déjà deux partitions. Une partition sur laquelle il y a le système et l'autre où il y a les données, en fait. Et moi, je ne serais pas surpris que dans le futur, cette partition-là soit verrouillée par Apple. Ça ne me choquerait pas. Parce qu'en fait, on va vraiment vers l'iOSification de macOS. Et on voit qu'Apple sécurise de plus en plus. Vous avez des nouvelles fonctionnalités sur le système qui disent, sur les iMac Pro, maintenant, tu démarres sur Internet et tu vérifies à chaque démarrage que le système est bien verrouillé. Pourquoi ne pas envisager qu'Apple aille dans cette direction aussi? Donc il va forcément falloir revoir un petit peu la façon dont on déploie. Oui. Il n'y a pas un peu la même chose avec iCloud Drive? Justement, à partir du moment où on a 200 Go disponibles, par exemple, sur iCloud Drive, ils nous intègrent ça aussi au niveau du conteneur. J'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Ah, c'est possible. Alors, j'ai pas vu, mais c'est tout à fait possible. Parce que voilà, justement, j'ai un ordinateur qui est 256, mais il me dit qu'il y a 456 disponibles. Enfin, j'ai l'impression justement que alors, c'est Mac qui fait avec... Parfois, des fois, effectivement, alors entre le Finder, ce qu'il affiche, et quand tu vas dans les infos, tu regardes le stockage à propos de votre Mac, etc., tu as des trucs, tu fais, hein, quoi? Donc c'est un peu, voilà, donc c'est pas impossible qu'il fasse un peu, alors pas forcément sur la notion conteneur APFS, mais il y a un peu aussi de la fluidité entre les différents stockages, quoi. Et parfois, pour expliquer à l'utilisateur, c'est un petit peu rock'n'roll. Alors, tout ça pour aller, oui. Excuse-moi,
Oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est pas ça dépendant, quoi, c'est en dessous. En fait, tant qu'on peut les activer. Ah, est-ce que ce serait... j'en sais rien. Enfin, ce n'est qu'une supposition de ma part, après. Hein, donc après, je dis pas que ça va être le cas. Mais aujourd'hui, effectivement, avec le SIP qui a été mis en place, donc qui verrouille la partition système, en fait, on ne peut pas modifier déjà dans les dossiers principaux du Mac comme ça. Je dis juste que l'étape suivante pour Apple, c'est peut-être de dire à un moment, le système est sur une partition, et basta, vous ne touchez plus, et puis le reste, c'est soit lien symbolique ou ce que tu veux, qui va pointer sur la partition donnée, et basta. Voire ils peuvent se débrouiller pour faire un truc genre Fusion Drive, où c'est invisible pour l'utilisateur, peut-être. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque chose qui aille dans cette direction. Tout ça pour aller, pour nous dire, en fait, qu'est-ce qu'on trouve comme solution de remplacement pour macOS Server. Alors oui, c'est clair qu'il n'est pas encore enterré à 100%, mais c'est pas encore ça. On sait qu'on va pas aller forcément très loin. Donc, la première solution, c'est... Ouais, le terminal, vous en rêviez tous. Donc, la plupart des outils qui sont fournis par macOS Server, de toute façon, sont déjà contrôlables en ligne de commande. Donc, si vous connaissez déjà, vous avez déjà mis un peu les mains dans le cambouis, bah, vous pouvez continuer à mettre les mains dans le cambouis, et après, bah, vous aurez une grande barbe qui va pousser, et puis voilà, c'est tout. Moi, je peux plus. Laurent, on parle de toi. L'autre solution, alors si vous n'avez pas envie de mettre le nez dans le cambouis, c'est d'aller voir notre cousin, le papa pingouin. Le papa pingouin, donc Linux, sur lequel vous avez plein de systèmes sympas, vous avez plein de possibilités de gestion, vous avez plein de solutions serveurs. Je n'ai pas approfondi, mais Linux aujourd'hui est quand même très utilisé dans le monde serveur, donc on peut penser qu'il y a quand même des choses sympas dessus. Mais sûrement aussi un peu de ligne de commande derrière, quoi qu'il arrive. Autre solution, investir dans une solution de ce type-là, à savoir un NAS. Donc les NAS fonctionnent souvent sur des dérivés de Linux. Ce sont des solutions de plus en plus pertinentes en entreprise. Je sais qu'il y a parmi vous qui en déploient beaucoup aujourd'hui. Du Synology, du SQP, j'ai mis les plus gros représentants, mais il y en a plein d'autres. J'ai mis ceux-là parce qu'ils sont plus, à mon avis, Mac-friendly, on va dire, dans l'idée. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, ces solutions-là sont fonctionnelles, elles sont déployées en clientèle, il y a plein de bonus à l'intérieur. On voit que maintenant, ils rajoutent de plus en plus de fonctionnalités, du mail, du partage de notes, du document, il vous faut un office complet quasiment dedans. Enfin, ça devient des solutions vraiment très complètes et ça peut valoir le coup à un moment de se dire ok j'investis là-dessus. La limitation c'est si vous avez des applications type FileMaker, 4D, des trucs comme ça qui demandent un système classique, ça ne tournera pas dessus. Ou alors peut-être en virtualisation, si on rajoute un autre système par-dessus, pourquoi pas. Ça peut être jouable. Mais rappel, si vous voulez virtualiser du macOS 10, vous ne pouvez le virtualiser que sur macOS 10. Sur un Mac, pour être précis. Que sur un Mac. Johan a bien étudié les licences et tout ça, il pourra vous expliquer ça en détail. T'as prévu d'en parler ou pas? Non, mais t'as raison. Il n'y a plus de serveur, il n'y a pas rien à virtualiser. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien à virtualiser. Autre solution. On ne s'est pas tapé 20-30 ans de Mac pour après installer serveur Windows. Bon, ok, d'accord, des fois, ils n'ont peut-être pas le choix. Pourquoi pas? Installer un serveur Windows peut faire sens. C'est un anglicisme, il ne faut pas dire qu'il faut faire sens. Donc, en tout cas, ça peut être intéressant, effectivement, de mettre en place un serveur Windows. Ça demande des compétences un petit peu différentes. Donc ça, il faudra étudier les questions. Là aussi, prévoyez un plan de migration, éventuellement, pour aller vers une autre solution. Et préparez-vous à payer vos licences. L'autre solution, ce que j'appellerais le cloud du spectacle. La sortie est par là, merci Guillaume. Mais vous savez que je peux pas m'empêcher. Je pouvais pas résister. Le pire, c'est que je me suis retenu. Le cloud, c'est évidemment une solution qui peut être très pertinente. Après, la question, c'est est-ce que mes données sont en sécurité dans le cloud? Il y a plein d'avis là-dessus. Je ne peux pas donner une réponse claire sur est-ce que mes données sont en sécurité dans le cloud. J'aurais tendance à vous dire, est-ce que vos données sont plus en sûreté derrière sur Dropbox ou un autre? Alors j'ai Dropbox, voilà, une collection ici. Voilà, Dropbox, G Suite, Office 365, Box, iCloud. Pourquoi pas iCloud? Pour les PME, PMI, si vous avez 2 personnes, 3 personnes, iCloud peut suffire. Pas besoin forcément d'investir des trucs super compliqués. Donc la question c'est est-ce que vos données sont plus en sécurité chez ces gens-là qui ont des armées d'ingénieurs payés grassement pour s'assurer de la sécurité des postes et de leur infrastructure, ou est-ce que c'est plus en sécurité chez vous, derrière votre serveur ou derrière votre firewall, derrière votre Livebox, géré par on sait pas qui. Mais voilà, en fait, la question c'est est-ce que vos données sont en sécurité ou pas? Chiffrement, surchiffrement, tout ça peut être étudié. J'ai pas de réponse absolue. Je sais pas si quelqu'un en a une ici. Moi je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Donc, mais c'est à étudier en fait des fois. Pour certains de mes clients, je pense qu'une architecture de type Dropbox est beaucoup plus adaptée à leur utilisation. Évidemment, si vous avez, me dites j'ai 50 ou 300 gigas, 30 pétaoctets de stockage à gérer, bon en cloud ça va être plus compliqué. Le upload va être très lent.
c'est un gros problème, le upload. C'est un gros problème, effectivement. Le problème, c'est voilà, ça demande aussi une infrastructure réseau dédiée qui fonctionne bien. Il faut prévoir la redondance du réseau et autres. Donc, tout ça pour venir à un point, c'est que, bon, on va trouver des solutions de remplacement. Il faut prendre son temps, en fait. Aujourd'hui, on n'est pas non plus à se dire « Ah, c'est bon, tout va péter dans 3 mois ». Non, c'est pas le cas. Keep cool. Don't panique, comme je disais. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière la version serveur, on a toujours, en fait, une version client qui tourne. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est ce qu'on va faire aussi passer comme message dans cette conférence, c'est qu'il faut s'occuper un peu, donner d'amour aux clients, et pas qu'aux serveurs. Donc, peut-être repenser, effectivement, notre approche du poste client. Comment on le gère aujourd'hui. Peut-être réviser vraiment le processus de déploiement. Vous n'aurez pas trop le choix, de toute façon. C'est pas qu'Apple vous met le couteau sous la gorge, mais bon. Bon, Bertrand vient de vous l'expliquer. On va devoir aller, bien sûr, de plus en plus vers le DEP, le MDM. Donc, on a d'autres conférences qui vous parlent de tout ça. Donc, ce sont le DEP, le MDM, ce sont vos amis. Et je sais que j'ai déjà dit. Mais très vite. Parce que je parle très vite. En termes de solutions de gestion de parc, on a une chance énorme aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a des tas de solutions. Donc, on a des partenaires aujourd'hui qui sont présents, qui pourront vous en parler. On en a plus encore, j'ai un peu listé 2-3 solutions en plus. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? Bon, voilà. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent sur le marché. Effectivement, j'ai mis le macOS Server LOL. C'est ça, je pense, qui te fait rire. Et en fait, pourquoi LOL? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pense que Profile Manager, le gestionnaire de profil, n'est pas une solution adaptée à tous les usages. Et c'est pas entièrement faux. C'est vrai que c'est pas forcément la solution la plus costaud du marché. Mais j'ai eu des cas où, pour un client, il était largement plus pertinent de déployer un Profile Manager pour gérer 1 millier de postes, sur lesquels il avait juste un besoin, il voulait juste que l'utilisateur puisse leur envoyer une application qui était une application métier. Fin. Et pour cet usage-là, en fait, ça allait parfaitement. Par rapport à cet usage qu'ils avaient, ça allait. Je ne sais plus, c'est même pas une application App Store, mais il faut juste pouvoir la pousser facilement et puis avoir en fait l'état des appareils, c'est tout ce qui l'intéressait. Donc, dans ce cadre-là, le problème après, c'est le coût en fait. Il a regardé les licences, combien ça coûtait chez l'un et puis chez l'autre, et puis par rapport à ce que coûtait un Profile Manager sur un Mac Mini Server, il fait bah ok, on va tester ça. Et ça marche, il était content. Donc, bon, au final. Donc, pas forcément exclure toutes les solutions d'Office. Revoir l'intégration dans les annuaires, donc ça va être un point important aussi. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui permettent de revoir un petit peu comment on gère nos Macs, comment on gère les comptes utilisateurs. Donc on va parler peut-être de Nomad, je crois, donc c'est Benoît qui va en parler. Des solutions type Enterprise Connect, Okta, Jump Cloud, etc. Et puis il y a Easy Login. Alors Easy Login qui est une solution qui permet aussi de gérer les comptes utilisateurs, faire de la gestion d'identité, développée par quelqu'un que nous ne présenterons pas. Voilà. Yoann Gini, ici présent, qui vous parlera, il vous en parlera un petit peu tout à l'heure, n'est-ce pas? L'idée aussi, c'était de mettre en place une approche proactive du support. Aujourd'hui, on est très attentif sur ce qui se passe sur le Mac. Et peut-être aujourd'hui, il faut se poser la question de comment je gère mon Mac et pourquoi je dois attendre qu'un disque dur tombe en panne pour le réparer. Donc aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire l'analyse de beaucoup de problématiques qu'on peut avoir sur les postes. La gestion de qualité de réseau, le remplissage du stockage, c'est un truc tout bête, hein, remplissage du stockage. Mais est-ce que mes disques ne sont pas trop remplis? Est-ce que j'ai pas l'utilisateur qui va tomber en panne? Enfin, la machine, pas l'utilisateur. Qui va tomber en rade parce que le disque est trop rempli. Les malwares qui s'installent. Alors malheureusement, sur Mac, on a de plus en plus de malware qui arrivent aussi. Voilà. Il y a des outils pour ça, donc certaines des solutions qu'on connaît, des déploiements de gestion de parc, l'ont intégré. Sinon, donc Watchman Monitoring, qui est présenté par Jake là-bas. Hey Jake, still there? It's okay, fine for you? Not too much French? Okay. Sorry about that. Logic Max, donc il développe un logiciel qui s'appelle Gruntwork, donc depuis quelques années. Ces solutions-là, donc elles permettent d'avoir cette approche proactive du poste. Et puis, peut-être la dernière partie, c'est aussi réinventer éventuellement le support technique. Surtout si on est indépendant, et là-dessus, je parle pour mon cas, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont indépendants. Il y a des choses qu'on ne fait pas forcément parce qu'on se dit, ouais, c'est pas la peine, je suis tout seul. Et en fait, on ne se rend pas compte que ça peut nous apporter vraiment en termes de qualité de travail, en termes de qualité de support. J'ai listé aussi 2-3 exemples de ces choses-là. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, on voit que l'approche du support passe de plus en plus par une approche de type self-service. Et il y a des acteurs ici qui vont pousser à cette solution-là. Typiquement, voilà, les solutions qu'on peut mettre en place pour proposer à l'utilisateur d'avoir un point de référence dans lequel il va pouvoir télécharger le logiciel qu'on a validé. D'accord, c'est nous qui le mettons en place. Il peut télécharger à la demande. S'il a besoin d'un client FTP, s'il a besoin d'autre chose, on peut le mettre à disposition. Et puis on peut mettre des outils pour le support à disposition. Par exemple, moi j'aime bien, j'en ai un que j'ai appelé Nettoyer les polices. J'aime bien l'icône. Ça rappellera des souvenirs aux plus vieux là aussi. Donc tout ça en fait pour pousser l'utilisateur en fait à avoir une sensation vraiment de surpuissance parce qu'en fait il doit continuer à être maître de sa machine. Donc c'est vous évidemment qui manipulez un peu derrière, mais au moins vous savez que tout ce qu'il installe est validé, est contrôlé et vous ne pourrez pas faire n'importe quoi avec. Donc ça peut être une approche aussi intéressante en termes de support technique.
Des solutions de type ouais, j'y arrivé. Des solutions de type Watchman Monitoring permettent aussi de créer un menu customisé pour l'utilisateur, donc un point de référence. Vous dites, voilà, maintenant tu as tel point de référence. Ici, quand tu as besoin de support, tu passes par là. Donc c'est un menu sur lequel vous allez cliquer, puis vous pouvez le customiser. Donc moi j'ai mis par exemple des fonctions type lancer TeamViewer QS, suivez-moi sur Twitter, parce que c'est important. Voilà, envoyer. Donc là, il faut savoir par exemple ici, il y a la partie mon webmail, c'est quand les gens me disent ah mais j'arrive pas à me connecter à mon mail, tu vas sur le webmail et tu peux au moins contrôler si ton login mot de passe marche et que t'as pas de soucis sur ta boîte. Et puis j'ai rajouté ici envoyer un mail perso à Guillaume parce que mon épouse avait envie d'avoir un truc dans son menu pour customiser, pour qu'elle puisse m'envoyer un message directement à mon adresse perso. Donc ça, il n'y a que mon épouse qui le voit en fait. Non mais elle l'utilise, de toute façon elle l'utilise pas. Elle m'envoie un iMessage. Et puis typiquement, donc voilà, donc ça c'est intégré à Watchman Monitoring, mais il y a d'autres outils qu'on va trouver, type HelloIT, développé encore par un individu de sinistre mémoire. Il y a des gens qui ont beaucoup trop de temps libre en fait, c'est le problème. Et donc typiquement, voilà, HelloIT va aussi vous proposer de faire un menu custom, c'est un produit open source, voilà, vous pouvez télécharger, customiser, proposer des solutions pour ajouter. Vous pouvez faire des liens, voilà, vers votre Managed Software Center avec Monkey ou autre. Et donc il y a une fonction donc, qui permet en fait de grosso modo à dire l'utilisateur devient admin pendant 30 minutes, c'est ça? Voilà, donc c'est plutôt... Voilà, c'est du script en fait qu'on peut rajouter. Donc c'est des solutions très intéressantes à consulter. Puis sur GitHub, en fait, quand on regarde sur GitHub, tout ce qu'on a comme outil sur Mac, on peut y passer des journées entières. Quoi. On y passe des journées entières. Mettre en place une knowledge base, alors c'est un truc tout bête, hein, mais moi c'est aussi quelque chose que je pousse à faire en fait, c'est avoir un point de référence pour les clients, mes utilisateurs, pour leur dire, quand vous avez un problème, cherchez là-dedans. Parce que j'en ai marre à chaque fois de dire comment j'ai fait pour configurer ma boîte mail. Bah, tu vas sur la knowledge base et tu as tous les réglages, tu as les captures d'écran et tu le fais toi-même. Voilà, c'est plus simple. Et comment j'ai mis les messages d'absence? Typiquement, voilà. Alors ça, c'est dans Zendesk, tout à fait. Et puis, puisqu'on parle de Zendesk, mettre une solution de ticketing en place est toujours une bonne approche. Là-dessus, moi, j'étais pendant des années, comme beaucoup de monde, je faisais par mail. On envoyait un mail, voilà, mon adresse, et puis j'avais une seule adresse. Et à un moment, en fait, c'est compliqué à gérer. En fait, mettre en place une vraie solution de ticketing, même quand on travaille tout seul, ça va être vraiment, en fait. Ça permet de vraiment voir un petit peu quels sont les problèmes récurrents. On peut automatiser ça, en plus, on peut faire des liaisons entre les différents logiciels. Par exemple, Watchman m'envoie une alerte dès que j'ai un disque dur qui tombe en panne, pouf, j'ai un ticket qui s'ouvre dans mon Mac. Donc je peux appeler le client et dire il y a un souci, il faut qu'on fasse un petit rendez-vous. Et je facture déjà. Non, pareil. Donc du coup, ça permet vraiment de repenser son approche de support. Donc si vous travaillez à plusieurs, évidemment, mettez en place une solution de ticketing. Même si vous travaillez tout seul, envisagez cette solution. Au début, il faut juste dresser les gens en vous dire utilisez telle adresse mail plutôt que celle-là. Puis après, une fois que c'est fait, mais pareil, vous le mettez dans votre menu de support et puis c'est tout. Après, voilà. Donc tout ça pour dire, alors je vais pas parler du chatbot, je l'ai mis en lien, mais je vais en parler ici. Tout ça pour dire qu'on est bienvenue dans un nouveau monde. C'est un monde qui peut faire un petit peu peur, mais vous n'êtes pas seul. C'est ça qui est intéressant. On va tous passer par là, on va y passer ensemble. De toute façon, on n'a pas le choix. Un de mes conseils quand même, c'est venez un petit peu sur Slack. Il y a un channel MacAdmins avec un channel francophone qui est de plus en plus actif. Bon, des fois, ils disent un peu n'importe quoi, mais voilà. Hein. Bon, c'est des photos... il fait froid. Hein, bon. Ça va bien. Hein. Non, plus sérieusement, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de choses intéressantes. Oui, on avait Usenet il y a 15 ans, puis voilà. Donc ce sont quand même des solutions intéressantes, il faut aller voir un petit peu, ça vous permettra de communiquer. Je vous donne un exemple tout bête, il y a quelques jours, j'ai un problème avec un éditeur, avec un logiciel que je ne citerai pas ici, parce que je n'ai pas le droit de le citer. Mais pendant 15 jours, on a fait un ping-pong de support technique en ouvrant un ticket, tout ça, et c'était un peu pénible. Et en fait, j'ai posé la question sur Slack, j'ai eu une réponse dans la minute. Pas mon problème. Hein? Du développeur. Donc, c'est quand même plus simple, des fois, voilà. Donc, au bout d'un moment, ça vaut le coup, effectivement. Typiquement, sur Slack, vous avez un channel Microsoft Office où ils sont super actifs. Vous avez un channel Outlook pareil. Les mecs sont super intéressants. Les développeurs discutent. Ils vous disent, voilà, on va faire ça. Si vous avez un problème, vous remontez. Il n'y a aucun souci. C'est très intéressant d'aller sur Slack. La grande force aujourd'hui qu'on a, c'est que les solutions sont vraiment super importantes. Vraiment, il y a en termes de possibilités, on a vraiment un nombre de possibilités open source, commerciales, vous avez tout un tas de possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher un petit peu et à demander, poser des questions à vos confrères, consulter les différents fabricants, etc. Donc tout ça pour dire aussi, en termes de macOS 10 Server, on a encore un peu de temps. Donc ne vous précipitez pas, ne vous dites pas la semaine prochaine il faut que je mette en place mon NAS, non, c'est pas la peine. Prenez votre temps, testez, validez, voyez vos migrations, comment elles se passent, etc. Ok ? Et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.